Bonjour, c'est Magali. Bienvenue aux Conversations. Dans la vie, comme vous savez, moi, j'accompagne le changement dans les organisations. Et ce balado que j'ai conçu, c'est vraiment dans la même intention, c'est-à-dire d'ouvrir les horizons, poser des questions, puis de rêver avec différentes personnes qui ont des points de vue intéressants sur le futur de nos organisations. Je suis très contente cette semaine de recevoir Olivier Schmucker. Bonjour. Salut Olivier, bienvenue. Merci d'être là. Olivier, chroniqueur au Journal des Affaires depuis 15 ans. Tu as aussi écrit un livre dans les dernières années sur les 11 secrets. En fait, c'est les 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement. Pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est le fameux fondateur de Facebook. D'ailleurs, ce livre-là a été numéro 1 sur Amazon, dans la catégorie des livres d'affaires en français. Bravo. Tu as aussi auparavant travaillé en télé puis dans différents médias en France. Avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet, qui est ton rêve, je te pose la question brise-glace que je pose à chaque semaine, à chaque invité. Quel est ton objet que tu as choisi, que tu gardes, qui a une signification symbolique ou une grande valeur émotionnelle? J'ai en partie la réponse à ton souhait. Je me suis dit, si je devais perdre une chose, qu'est-ce qui me ferait le plus mal? Aller à l'inverse. Et en fait, j'ai trouvé un seul objet, une seule chose. Je vais essayer de bien le montrer à la caméra. C'est ça. Oui. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est juste l'enveloppe. OK. Après, c'est ça. Et je vais juste vous le feuilleter. Voilà. Un carnet de notes. Un carnet de notes d'ailleurs très bien fait, je le souligne. Vous voyez, en fait, ça peut indiquer, juste ce rond indique comment on peut prendre des notes à n'importe quelle heure et puis se rappeler que c'est tel jour à telle heure qu'on a pris cette note-là. Je trouve ça vraiment hyper ingénieux comme mécanisme, comme design. Puis tu traînes ça, c'est le genre de carnet que tu traînes avec toi? Alors voilà, pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai toujours un carnet et un crayon avec moi. Partout où je suis, je peux attraper une idée qui passe au vol. Quelqu'un dit quelque chose, je vois quelque chose. J'ai pas une mémoire infaillible, donc tout de suite, je prends une note. Je suis également le genre de gars qui aime s'installer à une terrasse l'après-midi, regarder passer les gens, écouter ce que disent les gens, discuter avec certains, et puis je prends des notes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si je vois pas l'utilité immédiate, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an après, je retombe là-dessus et je me dis, mais c'est vraiment génial. Pourquoi j'avais oublié cette idée-là? Ça fit exactement avec ce sur quoi je réfléchis en ce moment. Et en fait, c'est parce que je suis convaincue que les bonnes idées viennent du choc des idées. On peut prendre une idée moyenne avec une autre idée moyenne, voire un peu contradictoire, puis on les percute. Puis là, ça fait une nouvelle idée à laquelle on n'avait jamais pensé avant. Puis en rebondissant et par petits chocs comme ça répétés, on finit par trouver une idée vraiment intéressante, vraiment géniale. Donc, je suis adepte de cette façon-là d'innover et puis de trouver des idées neuves. Donc, pour moi, c'est très précieux, ce petit carnet. Je fais la même chose que toi et je le fais par écrit et donc je garde mes carnets. Puis moi, c'est ce que je rajouterais comme croyance au-delà du choc des idées, c'est que j'ai comme une espèce de superstition, croyance que l'idée, j'y retourne au moment où j'ai besoin. Parce que tu sais, des fois, tu l'as oublié, puis là, tout d'un coup, tu tombes sur une note, tu fais comme « Wow, c'est là que tu avais besoin de la fameuse petite note que tu avais prise ». Je prends la peine de dire bonjour à Pascal Dufresne qui vient de se brancher. Merci d'être là. D'ailleurs, Jean-Julien, salut. Merci d'être présent aussi. C'est super agréable pour nous de savoir qui est là. Donc, gênez-vous pas de nous faire un petit coucou qu'on voit. Des fois, j'ai des conversations avec les gens puis je fais comme « Ah, tu écoutais? Mais si vous êtes là, dites-le nous. Ça nous encourage. » Alors, mon cher Olivier, toi, ton rêve, c'est qu'on se connecte autrement au travail. Je te laisse expliquer ce que tu entends par là, puis on part à partir de ça. Je pars d'un principe, d'un mot sur lequel j'ai fini par atterrir. Et ce mot-là, c'est la connexité. C-O-N-N-E-X-I-T-E. Connexité. Ouais. C'est un principe selon lequel les êtres humains n'évoluent sainement que s'ils nouent des liens fructueux entre eux. Donc, l'idée, c'est de nous voir un petit peu autrement et de prendre un peu de recul. Chaque individu, toi, moi, Jean-Julien, n'importe qui, est un point, un nœud de lien dans la société
ou dans l'entreprise, dans l'organisation, ou dans la famille, ou à l'école. Ou... Dans n'importe quel système, hein, qu'on pourrait dire ça. Voilà, c'est ça. On est un nœud avec des liens. Et l'intérêt, c'est de voir la richesse des liens qu'on a. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais c'est une question de richesse des liens et de où est situé le nœud qu'on est. Et en réfléchissant avec ce recul-là, on voit qu'on est au sein d'un vaste réseau de connexions. L'information circule dans ce réseau-là. Elle peut circuler rapidement, elle peut circuler lentement. Ça dépend de l'efficacité du lien ou de la pertinence du lieu où il est. Donc, c'est comme on peut mettre un courant électrique, par exemple, on pourrait dire que ça circule bien ou ça circule pas du tout, ou si le lien est coupé, bon, ben, il n'y a plus de jus du tout et puis il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucune intelligence. Donc, c'est de prendre vraiment ce recul-là. Pourquoi je trouve que c'est fondamental d'essayer d'adopter la connexité, puis donc de connecter autrement avec les autres, en particulier au travail. C'est parce que ça permet de passer du moi, moi, moi. On est vraiment dans une société où c'est toujours moi qui compte, c'est moi le plus important, c'est mes besoins, mes priorités. On a été élevé comme ça, on a été poussé comme ça, l'individualisme au maximum. Ben, même en organisation, on a beaucoup récompensé les objectifs puis les résultats individuels. On a vraiment un système traditionnel qui favorise l'individualité. Exactement. Exactement. Le système d'évaluation annuelle, c'est en fonction de l'individu, de ses objectifs. Est-ce qu'il les a atteints ou pas? Alors que c'est un petit peu absurde, puisqu'on n'atteint jamais tout seul ses objectifs, c'est grâce à l'équipe. Puis finalement, au fait que est-ce qu'on est bien connecté aux autres dans l'équipe et donc efficace et performant ou pas. Donc c'est pas juste, c'est une erreur effectivement de faire des évaluations individuelles. Et donc c'est d'arrêter de penser moi pour penser au nous. Donc, c'est de passer de l'individuel au collectif et c'est de voir un individu, donc moi par exemple, ou toi Magali, comme tout simplement un nœud au sein d'un vaste réseau de connexions. Pourquoi c'est important, je pense, d'avoir cette vision-là. Imaginez donc ce réseau de connexions. Un réseau de connexions, pensez par exemple à votre équipe, les connexions qu'il y a et puis les connexions éventuelles qu'il y a avec les autres équipes qui forment l'organisation. Si vous êtes, par exemple, dans un journal, il y a la rédaction, mais il y a aussi les ventes qui obtiennent la publicité, le marketing qui fait mousser l'image du journal. Il y a plein d'autres équipes qui sont tout autour et puis parfois, il n'y a pas vraiment de lien les unes avec les autres. Donc là, on sent qu'il y a un petit problème. Pour illustrer ça, imaginez que sur ce réseau-là de l'organisation, il y a un choc quelque part. Par exemple, mettons que l'équipe du marketing, il y en a 3 qui ont la Covid et puis qui doivent être en congé maladie. L'idée, c'est de montrer que quand il y a un choc dans le réseau, ça se répercute partout. Et de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans son coin, que même si on a priori pas trop l'idée qu'on a des liens avec le marketing, ben si, ça va influencer directement dans notre quotidien et dans notre performance. Là, je me base sur, j'aime bien les scientifiques et les études scientifiques. Je vais essayer de le prononcer correctement. Il y a un professeur de comportement organisationnel à l'université de Tromsø, en Norvège. Il s'appelle Kjell Arne Røvik. Donc, Kjell Arne Røvik, lui, il s'est intéressé à comment l'innovation était diffusée au sein des organisations. Peux-tu nous épeler son nom de famille pour ceux qui auraient envie de le consulter, là? Alors, Kjell Arne, je pense que c'est ses 2 prénoms. Kjell, c'est K-J-E-2-L. Plus loin, A-R-N-E, Kjell Arne. Je pense que son nom de famille, c'est Røvik. Ça s'écrit R-O avec une barre. Les fameuses petites lettres des Norvégiens là, qui sont bien sympathiques. Donc, R-O, on va dire V-I-K. OK, parfait. Merci. Røvik. Donc, comment étaient diffusées les idées neuves, l'innovation au sein d'une organisation? Donc, il a fait beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup d'études, et il en est venu à la conclusion que les idées neuves, c'est exactement comme des virus. Tu vois, là, je suis d'actualité, mais malheureusement, dans un certain sens. Mais je pense que là, tout le monde voit bien un peu de quoi il s'agit. Là, je vais prendre un exemple très simple, on va imaginer. La directrice des RH. Mettons qu'elle trouve que c'est génial, finalement, de pouvoir travailler debout. On est tous assis quand on travaille. Puis, cette idée que c'est peut-être bien de travailler debout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le teste sur elle-même, au bureau. Donc, et puis, elle voit tous les bienfaits que ça lui apporte. Et ensuite,
Elle le fait généraliser à toute l'organisation en passant par le comité de direction où elle explique et elle démontre tout l'intérêt d'équiper tout le monde en bureaux qui peuvent s'élever ou s'abaisser. Une personne, un point du réseau, a une influence sur tout le réseau. Ça, c'est par rapport à une idée neuve. Maintenant, imaginons que la même directrice des ressources humaines a la grippe. Là, on parle du virus. Mettons qu'elle ne le sait pas, là, elle est asymptomatique. Elle se promène dans les bureaux et puis sans le savoir, en fait, elle propage le virus auprès de ses collègues. Donc, la même chose, elle contamine les autres. Un seul point, un seul nœud du réseau affecte là négativement, mais tout le réseau. Mais là, ton exemple négatif, il est par rapport à une grippe, mais cette contamination négative, elle est vraie aussi au niveau moral, culture, comportement, sentiment d'être capable ou pas d'accomplir les objectifs. Donc, cette contagion-là, c'est un pouvoir, en fait, que chaque nœud, chaque élément de nœud a. Je prends une seconde, Olivier, pour dire bonjour à François Laberge, à Alik, on va dire bonsoir, parce que si je me rappelle bien, Alik, vous êtes du Maroc. Merci beaucoup d'être présent. Donc, on était sur la contagion. Alors, la contagion suppose, ou la contamination, on voit ça comme on veut, mais ça suppose que chaque élément a donc beaucoup plus de pouvoir peut-être qu'on peut penser. Exactement. Et c'est ça que quand on pense connexité, on réalise finalement toute l'influence qu'on peut avoir alors qu'on pense qu'on n'en a pas du tout. Là, je passe du coq à l'âne, mais je pense à une expérience qui a été menée pour dire combien les émotions sont contagieuses. Juste, je vais te raconter l'expérience très brièvement. On a pris chaque participant, on l'a enfermé dans une petite pièce et on l'a mis devant un écran de télé. Et sur l'écran de télé, on lui a diffusé une vidéo où il y avait un acteur qui simulait différentes émotions. La joie, la tristesse, la colère, tout ce que tu veux. Ce que là, le participant ne savait pas, c'est qu'il y avait une petite caméra cachée qui le filmait en train de regarder ce vidéo-là. Et il y avait dans une autre cabine ailleurs, quelqu'un qui visionnait la face de celui qui regarde la caméra. Donc, il n'y avait pas accès à l'image de base, mais c'est seulement la réaction du premier auditeur. OK. Exactement. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est que, par exemple, quand l'acteur simulait une émotion forte, par exemple la joie, aussitôt, celui qui voit ressent aussi cette joie-là, et puis même sans le réaliser, il a lui-même une face joyeuse. Et l'autre, donc, on passe de acteur à point A et à point B. Le point B le ressent aussitôt et lui-même est contaminé par la joie. Et ça, c'est à la vitesse de l'éclair, c'est automatique, instantané. Donc, c'est hyper contagieux, les émotions. Donc, si vous avez une émotion positive, vous influencez positivement votre entourage immédiatement, même sans qu'il y ait de communication orale ou directe ou personnelle avec les gens. Ça, c'est un point que j'aimerais revenir là-dessus parce que j'en parle souvent dans des formations, entre autres en leadership. Puis par rapport à ça, je fais une parenthèse, le leadership, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas juste les patrons. Donc, il y a l'expression évidente, là, je te regarde, je suis fâchée. Mais il y a des fois une expression beaucoup plus neutre, mais l'émotion, elle est présente, elle est là, et elle aussi, elle se ressent et elle est contagieuse. Puis c'est là où parfois on se fait prendre au détour. On pense qu'en affichant un masque de ma face officielle de fille au bureau heureuse, que je masque, mais c'est pas vrai. Comme les animaux, on les ressent, ces émotions-là, puis ces petits détails qui sont subtils, mais qui sont perceptibles. Voilà, et c'est beaucoup, c'est contagieux. C'est comme si on était, on va dire, asymptomatique. On a l'impression qu'on n'exprime rien. Et en fait, si on exprime énormément, et surtout les autres le ressentent immédiatement, et c'est ça qui est phénoménal. OK, mais là, revenons à ton rêve. Si tu dis que tu veux qu'on se connecte autrement au travail, ayant compris ce concept de petits électrons libres qui se connectent ensemble et qui s'influencent, ben, qu'est-ce que tu souhaiterais voir? Donc là, ce que je t'ai présenté, en fait, c'est ce qui s'appelle la théorie du virus. Et donc, notre fameux professeur Rovic, lui, a vu, en fait, que donc il a fait ce parallèle entre une idée neuve et un virus. Et il a vu que dans le réseau de connexion d'une organisation, il y a des nœuds qui sont plus résistants que les autres. Par exemple, aux idées neuves, il y en a qui résistent au changement. Même chose, les virus, par exemple, circulent plus difficilement parce que certains sont plus isolés que les autres au sein de l'organisation. Donc, le réseau qu'on a dans notre équipe
il y a des liens forts et puis des liens faibles. C'est-à-dire, il y en a qui freinent la propagation des idées neuves alors que d'autres les accélèrent. Ouais. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est qu'une fois qu'on a compris tout ça, on peut se dire, OK, mais moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour intégrer cette dimension connexité dans mon quotidien? Et puis là, en fait, si tu veux bien, je peux te proposer différentes étapes Ouais. pour essayer de le concrétiser dans notre quotidien. La première chose à faire, c'est de réaliser l'existence des réseaux de connexion qui sont autour de nous. On peut même prendre le temps de faire des schémas. Tu sais, par exemple, tu fais des petits points et puis tu dis, bon, il y a mon ami Magali, ma collègue, peu importe, là, mettons qu'il y a 5-6 personnes dans ton équipe, tu les nommes, tu fais des points, mettons que tu te mets au centre et puis tu vois quels sont vraiment tes liens avec les uns ou les autres. Il faut être honnête, parfois, tu n'as pas vraiment de lien avec certains collègues. Donc, il faut aussi que ça apparaisse. Ça, ce sont les liens visibles. Après, tu peux l'agrandir. Au fait, c'est quoi mes liens avec l'équipe du marketing? Puis, il faut être honnête, de dire, finalement, j'en ai pas franchement, j'en ai peut-être avec une collègue du marketing, mais les autres, zéro. Enfin, et maintenant, tu nous proposes non seulement d'identifier les liens, mais de les qualifier, si je peux dire. Là. Exactement, exactement. Et puis surtout, de se situer honnêtement dans tout ça. Par exemple, est-ce que c'est vrai que je suis au centre de l'organisation ou finalement, en vérité vrai, je suis un peu en périphérie de l'organisation et puis et c'est comme ça permet, c'est peut-être parfois un peu cru et difficile, mais on réalise vraiment l'influence qu'on a dans l'organisation ou l'influence qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir. Donc, là, on arrive au deuxième stade qui est de l'analyse de ce réseau. Ouais. Alors, si on est le gestionnaire de l'équipe, par exemple, on peut se dire, OK, comment je pourrais rendre la circulation de l'information plus harmonieuse? Ça permet de réaliser qu'il y a un collègue qui est un peu en retrait par rapport aux autres. Pourtant, il a des talents qui seraient utiles. Comment je pourrais les intégrer? Avec qui je devrais le mettre plus en contact, en binôme, pour que ça se développe? Enfin, ce genre de choses. Je te pose une question, Olivier, par rapport à ça. Pour moi, c'est facile d'identifier, de faire la réflexion pour moi. Puis bon, ça peut être difficile comme constat, mais si je décide de le faire, je pense que je suis capable. Est-ce que la perception du patron ne peut pas biaiser sa vision? Oui, tu as entièrement raison. Je ne dis pas que c'est un exercice facile. Et puis, dans l'absolu, justement, quand on le fait un peu pour les autres, faut trouver un moyen de valider. Okay. Pas juste moi tout seul, je pense. Le patron peut faire l'exercice pour pouvoir essayer d'aller chercher là, oui. Mais après ça, il faut qu'il implique les autres. Il ne peut pas prendre pour acquis que sa vision est la bonne. Okay. Non. Alors, faut trouver des personnes de confiance, mais faut faire valider, ça c'est sûr. Okay. Et puis ensuite, la personne, quand elle analyse, elle peut se dire, OK, mais comment je pourrais faire pour mieux me situer dans tout ce réseau-là? Parce qu'on s'entend, c'est très rare que quelqu'un soit parfait et puis que tout va bien et qu'il est dans un monde idéal. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux me situer? Je peux donner une piste pour les gens qui voudraient devenir incontournables dans leur organisation. De se dire, vraiment, ils peuvent pas se passer de moi. Et puis, en fait, on peut le trouver. Un truc très simple, c'est de voir que souvent, il y a des groupes dans le réseau de connexion. Finalement, il y a des groupes différents. Et puis, des groupes qui n'ont pas tant de contact que ça entre eux. Par exemple, l'équipe de la rédaction n'a pas vraiment de contact avec l'équipe du marketing. Un truc génial pour se rendre indispensable, c'est de se mettre entre les deux groupes, d'être une passerelle d'information. Un trait d'union. Oui, voilà, c'est ça. Et de se dire, OK, moi, je vais devenir le contact privilégié de l'équipe du marketing. Je vais me mettre plus en contact avec les uns et les autres, leur donner de l'information. En retour, ils vont m'en donner d'autres tout naturellement. Et puis après, toute l'information va passer par moi. Et donc là, je deviens vraiment quelqu'un d'indispensable. Donc, quelqu'un qui est un peu stratégique peut essayer de voir la connexité de cette façon-là. Oui. Je peux te poser une question. T'as entendu mon... T'es à l'écoute. Écoute, je me dis, évidemment, là, on prend pour acquis que l'individu a envie d'avoir une valeur ajoutée dans son organisation. On peut-tu prendre une minute ou deux pour se demander pourquoi, si je fais cet effort-là comme employé, peu importe mon rôle dans l'organisation, pourquoi je veux ça? C'est quoi le bénéfice de faire cet exercice-là puis de mieux contribuer, le retour sur soi, là, tu sais, pour que ça vaille la peine là, de se forcer un peu? Pour faire une réponse simple, quelqu'un qui fait tout ça, en fait, il est plus heureux dans son quotidien au travail.
Ben, pour un sentiment de contribution, j'imagine, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, mais aussi le fait parce qu'on est des animaux sociaux. Ouais. On a besoin de contact avec les autres. Regarde, la pire punition qu'on impose à quelqu'un qui a fait quelque chose de condamnable, c'est on l'envoie en prison. C'est-à-dire qu'on le coupe de ses réseaux de connexion habituels. Ou on envoie l'enfant dans sa chambre aussi, on fait la même chose. Voilà, et on fait la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit très durement. Quelqu'un qui passe des années et des années en prison a à la fin de forts risques de présenter des troubles psychologiques ou c'est très grave en fait. Et donc, à l'inverse, quelqu'un qui entretient des liens fructueux, comme je disais là, c'est-à-dire riches, intéressants, dynamisants, énergisants, naturellement, on devient plus heureux dans son quotidien. Ça peut être à l'échelle de la famille, même chose. C'est enrichissant. Ça peut être au niveau d'une association. Je veux coacher une équipe de soccer féminine, des petites gamines qui ont 15 ou 17 ans ou je sais pas quoi. C'est des challenges, c'est dynamisant. Je leur apporte des choses, elles m'en apportent finalement beaucoup plus. Et puis tout ça, c'est épanouissant pour tout le monde. Donc à partir du moment où on s'implique, on est bienveillant, on se dit j'apporte quelque chose d'intéressant à ma modeste mesure, mais aux autres, et on en reçoit en fait beaucoup plus. Donc c'est là que on est plus heureux dans son quotidien. Et il y a plein d'études qui montrent qu'à partir du moment où on est plus heureux, ben, on est plus efficace, on s'épanouit, ça change notre quotidien tout simplement. Donc là, tout ce que je fais, c'est proposer une piste de solution. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais ça peut être intéressant d'explorer cette voie-là. Pour quelqu'un qui se dit, ouais, mais au bureau, j'aime mon métier, mais ça fonctionne pas. Et puis de se dire, oh, c'est à cause du boss. Oh, c'est à cause de tel collègue qui essaye de marcher sur les pieds des autres. Tu sais, c'est toujours la faute des autres. Oui, ça se peut que ce soit la faute des autres, mais il y a peut-être aussi un travail à prendre du recul, puis de se dire, OK, mais c'est peut-être aussi que je suis pas à la bonne place dans mon réseau, là. Mais tu sais quoi, Olivier, par rapport à ça, la faute des autres, il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent contribuer à nous rendre heureux ou malheureux au travail. Ça, on est clair là-dessus. Par contre, on n'a pas encore inventé la télécommande qui programme les autres, qui change les comportements des collègues. Par contre, la place où on a toujours un pouvoir, c'est comment moi je me place, puis comment j'interagis. Et je suis convaincue que si je change ma manière d'interagir avec toi, je vais influencer subtilement ton retour à moi. Donc, on a une possibilité d'influencer les autres, mais toujours en partant de soi. Ça, c'est comme un concept qui, on dirait, pas assez présent. On a toujours tendance à vouloir que les autres fassent des changements. Toi, tu es en train de nous parler d'être son propre acteur pour faire changer une dynamique autour, puis son bonheur au travail, en quelque part, tu sais, mais en partant de l'individu. Exactement. J'ai une petite expérience à proposer aux gens. Moi, je l'ai faite, d'autres l'ont faite. C'est très simple. Alors évidemment, là, ça s'est prêt moins avec le télétravail. Là. Mettons que on retourne à la normale et puis qu'on est au bureau. Je sais bien que… Un jour. Voilà, c'est ça. C'est une expérience qui se passe au bureau. Tu te planifies dans ton agenda de la semaine prochaine, par exemple, un petit 15 minutes, jeudi, vendredi, comme tu veux. Et ce 15 minutes-là, tu vas voir un collègue ou une collègue, enfin peu importe. Mm-hmm. Tu vas la voir de manière, en fait, à l'improviste, sans qu'elle soit prévenue, cette personne-là. Et tu lui dis, écoute, j'ai 15 minutes à rien faire. Est-ce que tu aimerais que je te rende un service, n'importe quel service ? La réaction immédiate de la personne, c'est un geste de recul. De dire, oh la minute, moi je suis à mes affaires, tout va bien, t'es gentil Olivier, mais j'ai pas besoin de toi. Et puis la personne demande, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me veut, est-ce que c'est que je fais pas bien certaines choses, et puis là, en fait, profiter de ce quart d'heure-là pour dire, ben, viens, on va prendre un café, je vais t'expliquer. Et puis là, en fait, tu dis, OK, pour cette fois-ci, là, c'est fini, mais la semaine prochaine, garantie, promis, il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire ou que tu veux pas faire, moi, je me donne 15 minutes et puis je te le fais. Ça peut être un coup de fil à un client qui est fâché. Ça peut être n'importe quoi, faire des photocopies, faire tout ce qu'on n'aime pas faire et puis qui doit être fait. Et toi, tu te dévoues, tu le fais pendant un quart d'heure pour cette personne-là. Et surtout, tu ne demandes rien en retour. Elle te dit merci et puis ça s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe ? La personne a vu que tu étais juste bienveillant et puis qu'il n'y a pas de calcul caché ou de critique cachée derrière tout ça. Eh ben, la personne va reproduire ça. D'elle-même, elle va se dire, ben, je vais proposer un coup de main à un collègue, pas forcément toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, tant mieux si c'est quelqu'un d'autre, parce que ça propage
cette bienveillance au sein de l'organisation. On est tellement déstabilisé au début quand quelqu'un est bienveillant, mais une fois que le premier pas est franchi, ça a un effet incroyable. Et puis les gens se disent, mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre des petits coups de main. Il m'a bien rendu service en appelant ce client à qui finalement je voulais pas parler. Et puis en fait, ça crée une toute autre dynamique au sein de l'équipe. Et c'est rien. C'est juste, tu as pris 15 minutes de ton temps, tu as fait semblant que c'était improvisé, mais en fait, c'était calculé. Et c'est vraiment gagnant, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça me fait penser au fait que dans le fond, ce que tu illustres là, c'est toute la notion de la confiance aussi. Hein? Parce que pourquoi la personne au début, bon, premièrement, moi, tu me dis ça, Olivier, je vais te dire, OK, bon, mais moi, je vais te trouver quelque chose. Alors, je comprends que les gens puissent être méfiants. Puis ça vient de me faire réfléchir qu'à tout ce qu'on explique, tout ce que tu nous expliques là, puis tu nous proposes, ben ces liens-là, ils existent, ils sont forts, puis ils ont une puissance, puis il y a de la confiance. Donc, c'est comme un collatéral qu'on ne peut pas négliger dans cette histoire-là de se connecter autrement. Puis parfois, il faut la bâtir à zéro. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Il n'y en a pas, on bâtit. Mais parfois, on est en négatif. Parfois par bonne raison ou mauvaise raison, mais si on a, toi et moi, je ne te fais pas confiance, tu as beaucoup plus d'étapes à franchir pour qu'on tombe dans une situation de confiance pour que là, on puisse aller dans le genre de lien dont tu nous proposes. Donc, dans la réflexion sur les liens que tu proposais, ça peut être un des critères qu'on évalue, tu sais. Je suis reliée à qui? Y a-t-il une réelle confiance? Est-ce que je lui fais confiance? Peut-être que oui, mais est-ce que lui ou elle me fait confiance? Ça, c'est une autre histoire, tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est une très belle réflexion quand on fait son réseau. Il faut vraiment prendre son temps, hein, puis d'essayer de qualifier soi-même les liens et voir que c'est un lien, ça va dans les deux sens. Hein, c'est un flux d'informations. Est-ce que c'est toujours moi qui donne? Pourquoi j'ai jamais de retour? Enfin, faut toujours voir ça, essayer de réfléchir là-dessus. Oui, c'est effectivement un point très intéressant. Moi, je pourrais te proposer d'aller plus loin encore. Oui, vas-y, vas-y. Parce que une fois qu'on s'est lancé là-dessus, il n'y a pas juste l'effort individuel de se dire, OK, moi, je vais prendre sur mes petites épaules tout ce changement-là et tout ça. Enfin bon, une fois que c'est entrepris, une fois qu'il y a une dynamique qui se crée, on réalise que finalement, notre façon de travailler, elle n'est pas optimale. Dans le nous, là, dans le collectif. Oui, oui, dans l'équipe dans laquelle on est ou dans l'organisation, ouais. C'est jamais optimal. Et il y en a qui ont, c'est pas juste moi là qui réfléchis à ça, il y en a qui ont vraiment réfléchi à tout ça, de se dire, OK, concrètement, là, on change quoi dans notre équipe? Parce que il faut intensifier les flux entre les gens et tout ça. Comment on s'y prend? C'est pas juste. Et ils ont réfléchi, puis ils ont réalisé. Là, je te fais part des réflexions de Shopify. Shopify a une façon totalement différente de travailler de celle à laquelle on est habitué. Eux, ils se sont dit finalement, en fait, c'est le concept même d'équipe qui fait que ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, mais que c'est pas optimal. C'est peut-être plus dans la version d'avant, là. Oui, oui, oui. Oui. Et donc, eux, ils en sont arrivés à l'idée qu'il fallait supprimer le terme d'équipe et même le concept d'équipe pour adopter celui de l'escouade. L'escouade, je vais t'expliquer, il y a 4 points qui sont des nuances par rapport à ce qu'on connaît d'une équipe normale. Les 4 points, c'est que, une escouade est petite. C'est maximum 8 personnes. Bon, beaucoup d'équipes sont déjà là, et donc ça, c'est pas un point très difficile à atteindre. Deuxième point, elle est responsable. Donc, stabilité, là. C'est ça. Donc, l'escouade est tenue responsable de l'atteinte de l'objectif qui lui a été fixé. Troisième point, elle est libre. Là, on franchit une étape particulière, c'est-à-dire qu'elle décide elle-même de la solution à apporter pour résoudre les problèmes rencontrés en chemin. Donc, il y a une décentralisation du pouvoir qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Et quatrième point, ça c'est une nécessité, elle doit être bienveillante. C'est-à-dire que l'escouade n'est pas toute seule dans son coin. Si elle sait ou si elle sent qu'une autre escouade à côté, par exemple l'escouade du marketing, traverse des difficultés, eh ben, automatiquement, spontanément, elle va venir en aide. Hein, s'ils ont 3 qui sont malades, est-ce qu'on peut traiter vos courriels? Est-ce qu'on peut vous aider dans un certain sens ou vous donner un coup de main pour que vous puissiez faire face rapidement à la situation que vous rencontrez? Donc, 4 points. Petite, responsable, libre, bienveillante.
Ça a l'air de rien, mais en fait, ça occasionne des gros changements de dynamique dans le oui. fonctionnement. Gros changement de culture, même à la limite, puis de rôle et responsabilités ici, là, qui sont impliqués, surtout pour le point de la liberté de résolution puis le point d'imputabilité. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être imputable s'il donne pas des coups des franges, mais ça suppose de briser la hiérarchie traditionnelle puis le fonctionnement traditionnel où le pouvoir est plus centralisé. Voilà, exactement. Et là, justement, on en arrive au point que c'est un nouveau rôle pour le leader. Donc, par exemple, le gestionnaire de l'équipe assume davantage une fonction de coach. Ouais. Comme un facilitateur de cette collaboration-là qu'on veut établir. Là. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il arrête de commander et contrôler. Hein, le rôle classique du leader, on va dire. Ouais. Et là, il doit davantage chercher à comprendre, conseiller ou aiguiller vers des bonnes pistes à explorer, et puis soutenir. C'est-à-dire, par exemple, donc le leader coach va aller voir chaque membre de l'escouade, donc chaque membre de sa petite équipe, pour lui dire, est-ce qu'on s'entend que la mission de l'escouade, c'est ça? Donc, ils s'entendent que c'est ça. Toi, ton rôle dans tout ça, c'est ça. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Donc, on va dire que oui, ils s'entendent que sa contribution, ça doit être ça. Maintenant, après, là, le leader, il doit dire, OK, tu as besoin de quoi pour exprimer tout ton potentiel? Ouais. Moi, je me mets à ton service et je t'apporte toutes les ressources dont tu as besoin. Donc, on en vient à l'humilité. Là, vraiment, le leader, c'est quelqu'un qui se met au service de son équipe. On peut prendre, par exemple, l'image d'une équipe de hockey. C'est pas le coach qui va aller sur la glace et qui va aller patiner, qui va essayer de marquer ou quoi que ce soit. Il est en arrière et puis c'est à lui de veiller à ce que tous les joueurs puissent donner 110% au quotidien quand il faut qu'il fasse un match et qu'il gagne. C'est pas à lui d'essayer de tout faire et puis de commander, de crier et de contrôler. Il doit juste fournir toutes les ressources pour que l'équipe puisse librement exprimer tout son potentiel. Moi, l'image que j'utilise pour ça, Olivier, c'est le leader jardinier. Parce que quand on est un jardinier, on a un grand potager dans lequel cohabitent plusieurs sortes de légumes, hein, ou de plantes. Et chacune n'a pas besoin nécessairement des mêmes conditions de succès pour croître puis donner les fruits. Donc, on a à veiller au bien de chacun qui est très personnalisé. La laitue a besoin de plus d'eau, les tomates ont besoin de soleil. Mais après aussi, il faut veiller à la cohabitation de tout ça. Donc, effectivement, tout ce que tu nous racontes là exprime, si on veut éventuellement se connecter autrement, si on veut arriver à ça, ben il y a la posture des gens en position de gestion, comment ils vont l'exercer. Puis j'ai l'impression que est-ce que ça m'apparaît une condition essentielle. Si ça change pas, le reste peut pas arriver. Parce que imagine qu'on reste dans la pensée traditionnelle au niveau des postes de gestion. On pourra pas arriver à l'escouade qui est libre, qui est bienveillante, puis qui va être imputable, puis qui va choisir ses solutions. Donc, est-ce que c'est ça la première étape pour pouvoir arriver dans une organisation, ou est-ce que ça peut partir autrement? Est-ce qu'une petite cellule dans une organisation qui fonctionne de façon traditionnelle pourrait s'inspirer de ce que tu viens de nous amener comme idée? Oui, en fait, c'est ce que je préconise. Par exemple, vous êtes dans une équipe normale, traditionnelle, il y a le boss et tout ça. Mais voilà, vous avez eu le malheur d'entendre Olivier Schmucker parler de connexité avec Magali, et puis ça vous intéresse. Comment vous faites? C'est simple. En fait, l'idée, même si c'est pas vous le boss, si vous n'êtes pas vraiment le leader de l'équipe, mais ça vous intéresse, prenez un dossier, je veux dire connexe, qui est important, mais pas trop pour l'équipe. C'est pas priorité, là, ouais. Voilà, c'est ça. Puis dites, moi, je veux prendre ce dossier-là, et puis ensuite, vous parlez à votre boss en disant, oui, je veux mener à bien ce dossier-là, mais je voudrais le mener autrement, je voudrais faire une petite expérience. Dans le sens où, pour rassurer le boss, il faut lui dire, si je me plante, on peut rattraper le coup, c'est pas si grave que ça. D'accord? Vous prenez des risques, mais pas énormes. Et puis là, ensuite, vous en parlez aux autres. Voilà comment je voudrais fonctionner. Je voudrais fonctionner à l'aide de la connexité, puis qu'on fonctionne, pour une fois, sur ce dossier-là, en escouade et non pas en équipe. Alors, par exemple, vous pouvez dire, on écarte le boss.
faut qu'il soit d'accord avec ça, mais vous allez régler ce dossier-là, donc avec une petite équipe, vous acceptez le fait que vous êtes responsable, vous trouvez vous-même vos solutions, et vous êtes bienveillant, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de continuer à travailler normalement sur tous les autres dossiers pour qu'il y ait pas, ça ne crée pas de problème aux alentours. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir, que vous êtes beaucoup plus efficace. Parce que pourquoi par exemple, les décisions sont prises beaucoup plus rapidement. Ouais. On n'a pas besoin d'obtenir le go de toute une chaîne de hiérarchie, puis d'à chaque fois devoir rogner sur telle ou telle idée un peu audacieuse et puis d'en revenir finalement à des idées plates qui mènent nulle part. Donc là, vous avez l'occasion d'oser. Évidemment, on part du principe que tout le monde est raisonnable, que des budgets sont respectés et tout ça. Mais vous allez voir que les gens aussi adorent fonctionner de cette façon-là où chacun vraiment met en avant son propre talent, contribue au succès et puis ça va vite et ça va bien. Un exemple, il y a une entreprise en Suède qui a fonctionné comme ça juste pour un tout petit projet. La direction avait demandé quel est votre plus gros irritant au quotidien au bureau. Et finalement, le vote, ça a donné quelque chose que la direction n'attendait pas du tout. Le résultat, ça a été la moquette. La moquette, elle était vieille, elle était sale, elle était moche. Ça pourrissait leur quotidien. Et puis personne dans la direction en avait moindrement conscience. Donc ils ont dit OK, faites votre comité, votre escouade, et puis réglez cette histoire de moquette. Vous avez un tout petit budget, mais c'est comme ça. Et puis là, l'escouade s'est montée d'elle-même, ça s'est fait très vite. Et ils avaient quasiment pas de budget, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que spontanément, ils ont pris sur une fin de semaine à eux pour l'installer tous ensemble. Pas parce que vraiment il manquait de budget, mais parce qu'ils avaient envie de le faire et puis d'offrir cette surprise-là à tous les collègues le lundi matin quand tout le monde arrive. Ça a eu un effet fou au sein de l'équipe, au sein de toute l'organisation. Ça a changé leur quotidien et puis ils ont réalisé qu'ils pouvaient être beaucoup plus efficaces en fonctionnant plus simplement et puis autrement. Et puis c'est comme ça que les escouades se sont généralisées dans cette entreprise-là. Ce que je retiens de ça, moi, Olivier, c'est que on a beau débattre d'un concept et des avantages d'un changement, il faut le vivre. C'est comme un peu le principe de la dégustation. Donc, le moindrement qu'on est tenté de remettre les choses en question et de les faire autrement, il faut se donner l'opportunité de l'essayer. Puis en l'essayant, les bénéfices sont apparents. Puis là, tout d'un coup, certains qui étaient peut-être sceptiques vont se mettre à adhérer. Donc, il faut avoir comme le courage de le tenter. Puis si je recule derrière, une autre chose que je retiens de ce que tu nous amènes aujourd'hui, c'est que imaginons même qu'on n'a pas la possibilité de faire un test, on n'a même pas la possibilité d'en parler au patron, mais on a toujours la possibilité de faire l'exercice des liens, puis de nous commencer à travailler, connecter nos liens dans l'organisation, puis déjà ça, juste ça, c'est un gros plus, à mon avis, là. Parce que cette influence-là, subtile, peu importe si la structure reste traditionnelle, elle va quand même bouger si je me mets à travailler mes liens comme individu, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, on en revient au point de départ. Ça commence par soi. Voilà. Si tu veux un changement réel au sein de ton organisation, commence par toi-même. Si tu sais pas trop comment faire, suis cette idée de connexité, de voir les schémas, les liens, les connexions et tout ça. Ça peut t'aider à être un peu mieux repéré, puis voir un petit peu ton angle d'attaque. Savoir. Excuse-moi. Ça te permet d'avoir une visibilité aussi dans l'organisation, ça te permet d'être au courant de d'autres opportunités, ça te permet d'être à la limite plus pertinent parce que tu as une vision plus large. Puis j'ai l'impression que juste le concept de regarder au-delà de l'équipe naturelle avec qui je travaille, à cause du traditionnel par département, ce qu'on appelle souvent les silos, les gens des fois oublient de regarder par-dessus la clôture, puis c'est là où on peut faire des gains, je crois, au niveau du réseau, de l'influence, puis de tout ça, là. Oui, tu as entièrement raison. C'est enrichissant pour soi, mais aussi surtout pour les autres. Et puis, si on a vraiment cette approche bienveillante de dire qu'est-ce que je peux apporter de bien aux autres, comment je peux contribuer à ce qu'ils soient plus heureux ou plus efficaces dans leur quotidien au travail, à ma modeste mesure, tu vois, comme juste de donner 15 minutes de ton temps à un collègue, ça fait réellement toute une différence, même si on a du mal à y croire au départ. Tentez-le, faites vos petites expériences et vous allez voir, ça a un effet fou. Le mot de la fin, Olivier, si tu n'avais qu'une seule chose, un seul message, un seul conseil, un truc que tu veux qu'on retienne, ce serait quoi?
Oser. Oser un petit peu de sortir de cette zone de confort dans laquelle on est trop bien, chacun de nous. Juste faire un petit pas, faire preuve d'initiative en disant ce dossier-là, c'est moi qui vais le régler, mais à la condition qu'on le fasse un petit peu autrement. Oser aller vers un collègue vers qui on ne va pas vraiment traditionnellement. Essayer de s'intéresser aux autres, à leur réalité, même si finalement peut-être ça donnera pas grand-chose, mais c'est toujours quelque chose qui est vraiment intéressant à vivre. C'est beaucoup plus épanouissant d'avoir un quotidien avec plein de connexions pertinentes que de rester isolé, spécialisé dans son petit coin. Oser. Je vois ton esprit d'explorateur là-dedans, hein, parce que c'est un peu se positionner comme un explorateur dans sa propre organisation. Puis j'ai l'impression que, je sais pas ce que tu en penses, mais en ce moment, ceux qui sont en télétravail, ça peut peut-être être encore plus une belle opportunité parce que les liens sont peut-être plus difficiles parce qu'on n'a plus la présence, on n'a plus, on entend sur le, tu sais, on passe, on entend quelque chose, on se connecte. Donc, c'est peut-être un bon moment là de l'essayer, de se positionner au niveau des liens puis de préparer la suite là. Exactement. On est en train de vivre des temps particulièrement spéciaux, donc c'est l'occasion comme jamais de tenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Si par exemple vous dites mais comment je connecte par télétravail avec mes collègues, mais proposez-leur une réunion sur un balcon ou dans un parc. Allez chez les uns et chez les autres, mais je veux dire pas physiquement dans leur maison, là, mais rencontrez-vous un petit peu dans des cadres différents et vous verrez que proposez des idées neuves comme la connexité et vous verrez qu'il y aura une oreille beaucoup plus attentive qu'en temps normal où chacun est dans son cubicule et puis n'écoute pas vraiment les autres. Tout à fait. Ben, merci beaucoup de ta participation, Olivier. Il y avait plein de choses super intéressantes. Merci à tout le monde qui ont été là pendant le live, ceux qui vont l'écouter en différé. Je vous rappelle que toutes les balados sont disponibles sur balado.magalieco.com et elles sont aussi disponibles en format audio, donc sans nos visages, sur Spotify, iTunes et Google. Alors, ben, je vous encourage à prendre ce qui vous parle dans cette conversation et d'aller en engendrer d'autres dans vos équipes, dans vos familles, parce que le futur qui est devant nous, qu'on est en train de construire, on le co-construit, le futur du travail, puis c'est l'affaire de tout le monde. Et comme je dis, c'est comme en vélo. Là où on regarde, c'est là où on s'en va. Donc, chacun, on a la possibilité d'influencer cette suite. Merci encore, Olivier. Merci à toi, Magali. Merci pour tous les rêves que tu partages. Merci. Bonne journée. Bon après-midi à tout le monde.